Je peux vous étonner? Étonnez-moi. Je suis totalement d'accord avec votre édito. Bah, écoutez, Non, mais comme qui vous ne dites- serait pas d'accord? Vous disiez que vous alliez nous étonner. Oui. Vous êtes resté fidèle à vous-même et c'est très bon. Mais qui ne serait pas d'accord J'ai avec cru ce que j'ai comprendre dit? que vous alliez nous surprendre. Mais Madame Braun-Pivet doit témoigner. Mais vous avez Elle doit totalement témoigner raison. devant cette commission d'enquête. Parce que là, la ficelle est grosse. Oui, c'est vrai. Donc, bah oui, bien sûr, c'est vrai. Non, mais comme vous nous aviez annoncé un moment où nous ne serions pas d'accord avec vous. Oui. On ne peut qu'être d'accord avec vous pour une fois, de manière éclatante. Écoutez, mais c'est très intéressant d'ailleurs ce qui se passe. Oui. C'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est la complicité de la rédaction de France Inter. Manifestement, qui se dit indépendante. Mais qui a invité Madame Braun-Pivet? C'est Sybille Veil ou c'est la rédaction? Répondez, Madame Braun-Pivet, et répondez sous serment. Parce que ce qui s'est passé hier matin, c'est l'argent des Français. Bien sûr. C'est l'argent des Français, je le rappelle. Et alors, j'ai appris autre chose. 14 semaines de congés payés pour Radio France. 14 semaines, alors que les Français en ont 5. Première décision qui est prise pour Radio France. On remet tout le monde à 7 ou 8 semaines, comme tout le monde. Comme tout le monde. 14 semaines, c'est vous qui payez. Vous trouvez que c'est logique que des Français aient 14 semaines de congés payés? Voilà ce qu'on apprend dans les commissions d'enquête. Eh bien, c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends des gens de France Inter. J'attends ça. Monsieur Patrick Cohen, il devrait faire un édito demain matin. Il devrait dire 14 semaines, c'est une honte. Je bénéficie de 14 semaines. C'est un scandale. C'est un privilège. Voilà ce que j'attends de Patrick Cohen. Ça serait un certain... Il ne poussera pas le masochisme jusque-là, à mon avis. C'est 5 semaines pour les gens. C'est 5 semaines. Mais j'attends que ces privilégiés qui donnent des leçons commencent par, comment dire, balayer devant leur porte. Bonjour, monsieur Richard Millet. Bonjour à tous. Et Christian Saint-Étienne est avec nous. Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. Vraiment, je vous ai demandé de venir dès 9h parce que c'est passionnant. C'est Luc Ferry, pour tout le dire, que je salue d'ailleurs parce qu'il a été souffrant. Il m'a dit, invite Christian Saint-Étienne, c'est formidable parce que vous proposez d'abord Trump et nous, comment sauver la France. C'est un peu provocateur, bien évidemment, donc ça peut nous intéresser, des gens qui ne sont pas forcément, qui ne disent pas ce que les autres disent. Et puis vous proposez surtout un nouveau traité. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Mais comment on peut revenir à 10? C'est ça l'idée la plus forte de votre livre. C'est-à-dire que l'Europe à 30, ça n'a pas de sens. Il faut revenir à 9 ou 10, ce que vous dites avec les nations historiques. Bon, on en parlera dans un instant. Mais voyons Madame Braun-Pivet. Écoutons Madame Braun-Pivet hier sur France Inter, qui vole au secours. Alors que l'après-midi, Sybille Veil... Enfin, et personne ne dit rien. Alors dans l'espace médiatique, ça passe crème. Bah non, en fait. Bah non, ça peut pas passer crème. Madame Braun-Pivet, écoutons-la. Parfois, les commissions d'enquête peuvent être dévoyées ou utilisées à des fins politiques. Il faut faire attention parce que c'est un formidable outil de contrôle du Parlement sur l'action des pouvoirs publics. Et donc, il faut veiller au respect des règles. Les travaux sont dévoyés pour des raisons politiques. Les présidents doivent le faire. Donc, effectivement, les live tweets, le fait que des personnes auditionnées ou qui vont l'être l'apprennent par voie de presse interposée avant même de recevoir une convocation. On voit bien que parfois les auditions sont compliquées. Donc moi, j'appelle en tout cas chacun, le président et le rapporteur, à essayer de garder le maximum de dignité à cette commission d'enquête. Il en va de la crédibilité des travaux du Parlement. Je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur pour lui demander effectivement de revenir à un respect de nos règles et de nos usages, de telle sorte que la crédibilité de la commission d'enquête ne soit pas remise en cause. Il y a des sanctions possibles, évidemment, mais en tout cas, on n'en est pas là. Donc là, c'est un simple rappel à l'ordre. Mais je suis l'ensemble des travaux de l'Assemblée nationale, comme vous le dites. J'en suis la garante. Et à nouveau, c'est la crédibilité, c'est la respectabilité de ce que nous faisons. Et donc, il est important de se conformer à nos règles et à nos usages. Bon, je le précise, elle n'a rien dit lorsque c'était M. Saint-Toul qui menait les débats. Est-ce qu'elle peut être convoquée par Charles Aloncle? Si moi, je suis Charles Aloncle, je la convoque, hein. Je crois qu'il n'y a rien ne l'interdit. Après, elle peut mettre en jeu son immunité parlementaire, vraisemblablement, et donc elle peut refuser une convocation. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Moi, ce que je constate quand même, pour regarder beaucoup de commissions d'enquête, c'est que je pense que c'est l'une des commissions d'enquête les mieux menées à laquelle on assiste depuis très longtemps. Et c'est précisément celle-là qu'elle attaque Madame Braun-Pivet. Et je trouve ça sidérant. J'ai entendu dans cette commission d'enquête Ercilia Soudet, qui fait partie aussi de ceux qui auditionnent, avoir des propos, mais lunaires.
à la limite de l'injure publique contre Sophia Aram, c'était hier. Ouais. Là, aucun rappel à l'ordre, rien du tout. Si, parce qu'on va écouter tout à l'heure le président. Le président, mais pas de la part de Yael Braun-Pivet. Oui. Non, le président, non. Jérémy Patriélétus, c'est impeccable. Ah, Il a vous avez rappelé à raison, l'ordre. on va le voir cette Et la séquence dans semaine une dernière, seconde. c'était Émeric Caron Maïalène aussi. Maïalène Trémollet. La semaine dernière, c'était Émeric Caron aussi, justement, qui avait été très virulent face à Delphine Ernotte. Donc on se demande où est le problème dans cette commission d'enquête et si c'est pas plutôt autour des députés LFI. Et par ailleurs, Yael Braun-Pivet sort complètement de son rôle sur Radio France. Et on sait, hier, Charles Aloncle rappelait que 70% des auditeurs de France Inter étaient plutôt marqués à gauche, selon un sondage IFOP pour Marianne. Donc je pense que Yael Braun-Pivet sert aussi son propre agenda. En disant Le problème de Madame Braun-Pivet, c'est Charles Aloncle. Il est de droite. Pour les gens comme Madame Braun-Pivet, c'est le diable. Elle vient du PS. La bataille, je vous le dis tous les jours, culturelle va être terrible. On me dit d'ailleurs que Mme Braun-Pivet voudrait être présidente de la République. C'est pour ça, ça Ce joue. qui, hein, quand même, dans ce moi je vous assure, quand j'ai entendu ça, j'étais un peu étonné. Si elle pense qu'elle a la possibilité d'être présidente de la République, je pense qu'effectivement, un peu de lucidité ne nuit pas. Emmanuel Macron a créé une jurisprudence et un précédent qui donne des envies à beaucoup de gens. Exact. C'est entendu. Mais vous parliez d'Ercilia Souda, on va voir cette séquence quand on la verra dans quelques instants. Mais le problème, c'est Charles Aloncle, et vous avez raison. Moi, je regarde toutes les auditions. Elles sont remarquables. Les questions sont particulièrement bien posées. Il n'y a pas de parti pris. Il y a une volonté simplement d'avoir des réponses à des questions précises. Il n'y a pas de mise en cause personnelle. Exactement. Il le fait avec beaucoup d'intelligence, et le scandale de Madame Braun-Pivet hier sur l'antenne de France Inter, je vous le répète, je veux savoir quand est-ce qu'a eu lieu cette invitation. Si tout cela est programmé depuis des jours en fait. Parce que comme par hasard, c'était hier matin. Donc est-ce que tout ça, est-ce que Madame Veil, parce que là c'est conflit d'intérêts. Si Madame Veil et Madame Braun-Pivet se sont entendus pour que le matin, la présidente de l'Assemblée nationale vienne parler alors que l'après-midi, elle est entendue par une commission d'enquête, je vous assure, cette République commence à vaciller. Je vous le dis comme je le pense. C'est pas tellement un problème. Le problème, c'est plutôt les discours qu'elle tient. C'est-à-dire qu'être invitée en tant que présidente de l'Assemblée, bon, ça peut se justifier, mais le problème, c'est qu'elle vient pour défendre et pour mettre sur en cause, le média. Et pour mettre en cause Charles Aloncle. En plus, je vais vous dire, c'est pas très malin. C'est-à-dire qu'elle serait allée sur un autre média. Déjà, mais aller sur France Inter. Mais c'est une actrice du camp du bien, Madame Braun-Pivet. Ça te permet de faire Quelle époque ? Ça te permet de faire Quotidien, ça te permet de faire C'est à vous, ça te permet, pourquoi pas, de lancer ta campagne présidentielle et d'avoir tout le camp du bien et l'espace médiatique avec toi. C'est ça la stratégie. Avec la notion absurde de dignité, qui est une notion fourre-tout. Moi, je pourrais dire de chaque personne qui ose me contredire, il n'est pas digne. Mais à quel titre ? C'est invraisemblable. Cette notion de dignité, elle me met hors de moi. Mais Pascal Pierre Garbarini. Ce qui est très choquant dans la déclaration que fait Madame Braun-Pivet, c'est que pendant que la commission se déroule, elle s'autorise à donner des bons points, et là en l'occurrence des mauvais points, au rapporteur et au président, en disant que des sanctions sont possibles. C'est-à-dire, comme on en parlait avec mon voisin, on imagine, dans le cadre d'une affaire pénale, une audience, où, alors qu'une audience se déroule, il y ait un procureur général à la Cour de cassation ou à la Cour d'appel, ou un président de Cour d'appel qui rappelle à un président comment il doit se tenir et comment il doit tenir l'audience. Non, mais c'est incroyable. La Macronie se croit tout perdu. La vérité se croit tout permis. La vérité, c'est que tous ces gens vont perdre le pouvoir dans l'année. Madame Braun-Pivet, la probabilité qu'elle n'ait plus cette place-là dans un an est très très forte. Ça va les rendre hargneux, ça va les rendre méchants. Je vous le dis, ça va les rendre méchants. Ils sont prêts à tout, avec la complicité de tout l'espace médiatique, je le répète, et notamment des petits télégraphistes de France Inter, qui acceptent ça. Ils acceptent ça pour se défendre. En ce moment même, c'est Adèle Van Rett qui est auditionnée. Aujourd'hui, c'est une très grosse journée d'audition. Il y a Adèle Van Rett, Sylvain Gomez, Patrick Cohen et Thomas Legrand qui sont auditionnés tour à tour. Donc, vous savez, je ne cesse de vous le répéter, ça va être rude. Alors, je voulais vous faire écouter donc Sibylle Veil, la présidente, mais d'abord peut-être, oui, alors on a pris beaucoup de retard malheureusement. Sibylle Veil, ce qu'elle disait sur Patrick Cohen hier, écoutons dans cette commission. Pour M. Patrick Cohen, et vous avez raison, monsieur le rapporteur, de me poser la question.
Pour M. Patrick Cohen, il y a un principe du droit civil qui dit « le silence ne vaut pas acceptation ». Dans cette vidéo, M. Patrick Cohen ne dit rien. M. Patrick Cohen ne souscrit pas aux propos de Thomas Legrand. Il est silencieux. Donc, il n'y a pas de raison de tirer de cette vidéo autre chose que ce silence. Mais néanmoins, nous avons examiné l'ensemble des chroniques de Patrick Cohen depuis janvier 2025. Nous y avons vu d'abord un équilibre dans les thématiques, dans les différents courants politiques qui sont traités dans ces chroniques, et nous n'avons vu absolument aucune chronique qui pourrait attester que M. Patrick Cohen essaierait, dans la campagne des municipales ou à l'égard de Mme Dati, d'avoir une démarche nocive quelconque. En tout cas, l'ensemble de ces chroniques ont été regardées une à une et sont impeccables. Bon, écoutez, mais il a le droit On n'entend d'ailleurs. pas les mêmes. Non, mais je suis content. Non, mais il a le droit d'ailleurs. Oui, non, mais en je fait, veux qu'il dire- soit engagé politiquement, ça, c'est la liberté d'expression, etc. Simplement, il faudrait un pluralisme qui n'existe pas. C'est tout, c'est le service Mais public. moi, je suis Pascal très Pierre content. Garbarino. Je suis très content qu'on valorise lors d'une commission de la part de cette présidente de chaîne l'omerta. Puisqu'on dit que il a le droit au silence, monsieur Cohen, et que donc, comme il ne donne aucune explication, ça veut dire qu'il n'acquiesce pas. Il était peut-être par hasard assis au café lorsque les gens parlaient. Non, mais personne n'est dupe. Voilà, En fait, vous savez ce qui se passe depuis 3 mois. Tout le monde a bien compris ce qui se passe à France Inter et bien au-delà de France Inter. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au service d'une idée et surtout qui se lient tous pour que d'autres n'arrivent pas au pouvoir. C'est leur point commun, parce qu'entre eux, ils ne s'entendent pas forcément. Mais ils ont un point commun, c'est d'empêcher que d'autres puissent arriver au pouvoir. Tout le monde le comprend, tout le monde l'entend, et le problème, c'est que c'est le service public et que c'est vous qui payez. Alors, deuxième passage que je voulais vous faire écouter, c'est ce qui s'est passé entre Legrand et Cohen. Écoutez, Madame Sybille Veil. Qu'est-ce que j'ai pensé des propos qui ont été tenus dans cette vidéo ? C'est très simple, les propos qui ont été tenus au sujet de la ministre de la Culture m'apparaissent problématiques. Voilà, et c'est l'un des éléments. Également, ça m'apparaît être une maladresse. Mais pour moi, c'est quelque chose qui sera traité par ailleurs, puisque ça n'a pas été dit au nom de Radio France ni de France Inter. Bon, manifestement, là, elle lâche Monsieur Legrand pour sauver peut-être Monsieur Cohen, mais bon, elle est sans ambiguïté. Et puis l'autre passage que je voulais vous faire écouter, c'est que Monsieur Legrand a rencontré donc Madame Bloch, manifestement. Maï-Hélène Tremollet, c'est une information Europe 1, c'est Alexis de La Fontaine qui a révélé cette information. Oui, c'est ça, c'était une information Europe 1, donc c'est une rencontre entre Laurence Bloch et Thomas Legrand qui a eu lieu en début de semaine dans un café parisien. Et ils ont discuté de la stratégie à mettre en place avant l'audition de Thomas Legrand. Thomas Legrand est auditionné aujourd'hui, cet après-midi. C'est la dernière audition du mois de décembre. Et il va devoir répondre sous serment. Et c'est Thomas Legrand qui est le plus mis en cause dans la vidéo de l'incorrect qui avait fait le tour des réseaux sociaux, etc. Donc c'était une manière de préparer sa défense avant cette audition par une démission. Et Madame Bloch, elle est mandatée alors au nom de qui, puisqu'elle n'est plus aujourd'hui... Elle n'est plus salariée de Radio France. Pourquoi elle intervient ? Elle a quand même terminé l'entrevue en disant on ne dira surtout pas qu'on s'est vu, etc. Techniquement, bien sûr qu'ils ont le droit de se rencontrer et d'échanger des points de vue là-dessus. Mais encore une fois, dans cet entretien révélé par Europe 1, il y a quand même une suggestion de Laurence Bloch qui dit à Thomas Legrand, tu pourrais par exemple t'adresser à Emmanuel Grégoire, qui est député membre de la commission, pour qu'il prenne ta défense et qu'il dise que ce que tu as dit sur Rachida Dati n'a eu aucune incidence sur la candidature. Et il a reconnu ça, je crois, Thomas Legrand. Il a reconnu cela. Il a dit effectivement, je savais que j'ai eu cet échange avec Emmanuel Grégoire. Alors lui a dit qu'il n'allait pas s'adresser à Emmanuel Grégoire. C'était un conseil de Laurence Bloch dans leur entretien. Et après, depuis, il dément fermement. Mais c'est une information qui a été vérifiée, etc. Bon, écoutez, c'est intéressant de le dire. Alors écoutez ce que dit Madame Sybille Veil, qui lâche une nouvelle fois, d'une certaine manière, Thomas Legrand, parce qu'elle lui dit qu'il ne devrait plus aller dans les cafés. Je ne sais pas ce que Laurence Bloch et Thomas Legrand se sont dit. Je n'étais pas à la terrasse du café. D'ailleurs, je conseillerais volontiers à M. Legrand d'arrêter d'aller dans les cafés, puisque, visiblement, il doit être enregistré. N'ayant pas assisté à cette discussion, ça m'est difficile de savoir quelle portée lui donner. Il y a la discussion entre Mme Bloch et M. Legrand. Et pour cause,
Je trouve que c'est normal que des anciens collègues puissent discuter entre eux dans des conversations qui sont privées. Je le dis tous les jours, c'est pas le Watergate, bien évidemment. Non. Ce n'est pas le Watergate. Mais comme nous sommes fortement attaqués, disons-le, et que ça va continuer, que nous allons être de plus en plus attaqués, je mets en place, effectivement, nous mettons en place, nous montrons la réalité, comment dire, les liens qui unissent les uns et les autres dans ce que j'appelle le camp du bien, dans cet espace médiatique, où vous avez un exemple frappant avec la présence de Madame Braun-Pivet le matin de France Inter, je le répète, lorsque la présidente est entendue l'après-midi. Comme ça me choque, que je trouve ça en plus pas très malin, pour tout vous dire, que la ficelle est un peu grosse, il me semble que c'est notre travail de le montrer. Juste une précision. Mais c'est pas le Watergate, hein, j'en suis bien conscient. Je pense que c'est important de rappeler aussi, parce que ça participe au débat, Yael Braun-Pivet a été réélue présidente de l'Assemblée nationale grâce aux voix de la droite. À ce moment-là, ça ne la gênait pas. Puis maintenant, elle revient à ses premières amours, mais c'est quand même intéressant. Écoutez un dernier passage de Mme Ercilia Soudet, vous en parliez tout à l'heure, ça dure 2 minutes 30. Ah non, on ne l'a toujours pas. Bon, avant la pause, pendant 3 minutes, Christian Saint-Etienne, je disais Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. C'est vraiment intéressant parce que c'est à contre-courant. Il y a 2 manières d'interpréter les propos de Trump, soit de dire il attaque l'Europe, soit de dire attention, il nous réveille et il nous alerte. Et visiblement, c'est plus votre analyse. Oui, je pense que ce qui est original dans le livre, c'est que je suis pro-européen, mais que je montre que l'Europe, de la façon dont elle fonctionne, ne peut qu'échouer, en fait. C'est-à-dire que Trump ne nous attaque pas, il révèle nos failles. Alors, la construction européenne, elle a été imaginée dans l'hiver 56-57. On ne peut pas faire d'économie ou de géopolitique sans regarder l'histoire. Et quand on imagine la construction de l'Europe dans l'hiver 56-57, autour de la table, il y a 6 hommes. 5 ont plus de 60 ans et 1 45 ans, mais c'est le Français qui est accompagné par le directeur des affaires politiques du Quai d'Orsay qui a également plus de 60 ans. On imagine donc à ce moment-là qu'ils ont vécu 2 guerres mondiales dans leur chair et dans leur vie. Ils ont peut-être perdu des frères, des enfants. Et donc la question à ce moment-là, c'est qu'il n'y ait plus jamais de puissance européenne. C'est le cœur du traité de Rome. On ne doit plus jamais avoir de puissance européenne. Ça ne pose pas de problème à ce moment-là, parce qu'on est au moment du tiers-monde. Les 3/4 des pays de la planète sont dans le tiers-monde. On a l'Union soviétique en face, et ces 6 pays sont sous contrôle américain. Donc, pas de puissance européenne à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Seulement 60 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement les États-Unis renoncent à leur rôle de gardien de l'ordre mondial qu'ils ont construit eux-mêmes à partir de Bretton Woods en 1944, mais on est dans un moment historique où les grandes puissances de la planète mènent des politiques extrêmement offensives. Donc l'Europe, qui s'est voulue comme une non-puissance, apparaît comme une proie. Nous ne sommes rien d'autre qu'une proie. Ça, c'est le premier point. Et si j'insistais sur le fait que je suis pro-européen, c'est que quand je critique la construction européenne, je pars des faits. Alors, c'est terrifiant à dire parce que vous parliez tout à l'heure de l'affaire France Inter, mais au niveau européen, c'est la même chose. Quand vous entendez la présidente de l'Union européenne parler, vous avez l'impression que tout va bien. En réalité, depuis 20 ans, la croissance européenne, c'est 1% par an. La croissance de la planète depuis 20 ans, c'est 3% par an. Comme le souligne Trump dans sa stratégie nationale publiée il y a quelques jours, l'Europe, c'était 25% du PIB de la planète en 1990, on est à 15%. Donc l'Europe se désintègre par faiblesse de la croissance. Et cette faiblesse de la croissance, elle est due à l'écriture même du traité de Rome qui interdit à l'Europe d'être une puissance. Mais c'est un peu, au fond, pour faire une image, au sein du traité de Rome, on a décidé que nous serions toujours des herbivores. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde de carnivores. Donc, s'il y a un herbivore au milieu des carnivores, on se fait bouffer. C'est ce qui existe, c'est ce qu'on voit, c'est la situation actuelle. Et le problème de la France, qui va certainement
conduire à des ruptures politiques, économiques et stratégiques massives, c'est que nous aussi, nous avons une croissance de 1% par an depuis 20 ans et que nous opérons dans le contexte d'une bureaucratie européenne qui est extrêmement lourde. Et donc, dans ce contexte-là, si on ne provoque pas des ruptures politiques et institutionnelles majeures dans notre pays, on n'aura pas la possibilité de redevenir une puissance significative. Bon, je ne vous ai pas interrompu pour poser le débat. On dit parfois que j'interromps. Non, il ne fallait pas vous interrompre parce que vous l'avez bien posé le débat. Simplement, il faudrait être plus court quand je vous poserai des questions précises. Par exemple, est-ce qu'il faut revenir sur ce traité et comment on peut revenir ? En fait, est-ce qu'on peut faire l'Europe des 10 ? Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais vous le direz après la pause. Vous le direz après la pause. Christian Saint-Etienne est avec nous, Trump et nous. Bon, c'est chez Odile Jacob, j'imagine que personne ne vous invite. Vous êtes pas... Alors, j'ai fait pas mal d'émissions, mais on me parle toujours d'autre chose que le cœur du livre, la critique de la construction elle-même. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Mais oui, mais c'est formidable, d'ailleurs. C'est-à-dire que tous ces gens pensent pareil. C'est ça qui est drôle. Ils n'ont même pas besoin de se parler entre eux. Ils savent ce dont il faut parler et surtout ce dont il ne faut pas parler. Et moi, je suis sidéré. En fait, c'est la puissance du système. Oui. C'est que, en fait, tout est sur la table, mais en réalité, c'est pour ensevelir les informations qui gênent. Ben oui, écoutez, on essaie, nous, de ne pas les ensevelir et de sortir... C'est très facile dans le monde de surinformation d'ensevelir les choses qui gênent. Je suis d'accord avec vous. Alors, on marque une pause et on revient avec quelques discussions encore autour de la table. Tant mieux. À tout de suite.